mes excuses du président Bernard. Ah, micro, ah oui, mais peut-être plus près. Bon, comme ça vous m'entendez mieux? Oui. D'accord. Donc j'ai à vous présenter les excuses du président Bernard qui est retenu à Sofia pendant une semaine. Manuel a confié l'animation de cette séance de travail. Je vais essayer d'être à la hauteur de l'annonce qu'il a fait. Je suis Joseph Borguet. J'appartiens, comme Hervé Lebras, au monde de la recherche, mais de la recherche en sciences politiques et sur les questions d'évaluation de la politique publique européenne et internationale. J'ai la responsabilité de la plateforme européenne de la Société française d'évaluation, et le sujet que nous abordons aujourd'hui fait partie de ces objets de réflexion. Je suis membre de l'UPR. Alors, surtout, je vais vous présenter notre invité. Nous recevons Hervé Lebras, qui est directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales. Il appartient au laboratoire de démographie et d'histoire sociale. C'est un démographe. Il est historien et mathématicien également. L'auteur de très nombreux ouvrages portant sur le domaine qu'il va aborder aujourd'hui, et notamment sur des ouvrages, il est auteur d'ouvrages sur l'approche démographique et historique de l'espace européen, ce qui est important pour nous aujourd'hui. Il participe, voire il est responsable de nombreuses revues traitant de ces sujets. J'ai simplifié. Oh, oui, allez-y, parce que là. Je vous demanderai de bien vouloir le compléter. Non. Et je le remercie très chaleureusement de sa présence au nom du thème. Donc, nous voilà devant un nouveau sujet d'actualité, l'Europe, un continent vieillissant. Je vous invite à bien regarder qu'il y a au bout de ce titre un point d'interrogation sur lequel va nous éclairer Hervé Lebras. C'est un sujet tout à fait difficile, touchant en Europe et dans les différents pays des domaines extrêmement sensibles. Le domaine de l'emploi, et on pense en France notamment à une évolution du débat sur la retraite, le domaine de la santé, et on pense à l'engagement du débat sur l'indépendance qui nous a été récemment annoncé, le domaine social, et on pense aux conditions de prise en charge de ces différents sujets, largement pris en charge par les différents États en raison de leur spécificité nationale. Ça, c'est l'approche générale. Il y a aussi l'approche européenne. Alors, l'Union européenne envoie elle-même ses propres messages. Ils sont souvent inclus dans le problème vaste de la mondialisation et du son vieillissement, et du vieillissement mondial. Elle définit ses propres actions, ses propres programmes, elle définit aussi ses propres moyens proposés pour la réalisation de ces programmes, mais aussi pour l'aide aux différents pays membres. Ainsi, l'une de ces dernières initiatives est de faire de l'année 2012 l'année européenne du vieillissement actif, avec l'appui des États membres. L'intérêt majeur de cette initiative est de mieux définir les points sur lesquels intervenir et de favoriser des coopérations internationales. Sa politique se développe par ailleurs au travers de plans d'action internationaux, transversaux entre pays et entre politiques publiques, budgétés de différentes manières et favorisant pareillement la coopération internationale. Alors, dernier angle d'attaque, l'opinion nous fait part aussi de ces messages d'alerte. En préparant cette conférence, j'ai rencontré une infographie du Monde portant sur des perspectives 2030 du vieillissement européen. Ainsi, j'ai pu le lire.
La France qui comptait près de 16% de plus de 65 ans en 2008, en compterait plus de 24% en 2030. Gros écart. L'Allemagne est championne de cette catégorie, d'après ce quotidien. Elle comptait plus de 20% de plus de 65 ans en 2008, et elle a pu en compter plus de 30% en 2030. Bref, pour la lectrice que j'étais, je me suis demandé où vraiment on allait. Alors Hervé Lebras va nous informer et décoder toutes ces informations, les interrogations populatoires dans le domaine à multifacette qui est le sien, qui est celui du démographe expert, et il va nous éclairer sur ce qu'est le vieillissement réellement, ce qu'il représente pour nos sociétés, quelles sont nos perspectives à son sujet et à différentes échelles, à l'heure où l'INSEE vient de nous annoncer les merveilles de la fécondité française. Enfin, sur les leviers sur lesquels il est possible d'agir pour gérer ce gros phénomène. Alors, je ne veux pas être plus longue, Hervé Lebras, vous avez la parole. Bien, merci beaucoup pour cette présentation. Je vais effectivement entrer dans un certain détail de cette question du vieillissement. Je vais d'abord le présenter comme on le présente habituellement, assez rapidement, puis, comme vous l'avez dit, essayer de voir comment on peut agir sur ces causes. Puis, progressivement, je me demanderai si ce qu'il signifie réellement et ce qu'il signifie pour l'Europe. Et je terminerai en essayant assez rapidement de brosser un historique de cette idée du vieillissement, parce que ça nous éclairera sans doute sur un certain nombre d'opinions et de thématiques. Le mot lui-même est déplaisant, et donc très souvent le mot entraîne les conséquences du mot. C'est sans doute ce que vous allez voir dans ce que je voulais vous montrer. Alors je vais montrer un certain nombre d'images. C'est pas, je me sers de l'écran non pas pour, je ne vais pas mettre de texte sur l'écran, ni peut-être à part une ou deux exceptions, ni de chiffres, mais plutôt des graphiques ou des pyramides des âges ou des nuages de points dans un cas, vous verrez. C'est pour me permettre d'illustrer plus rapidement, au lieu de citer un certain nombre de cas. Très souvent, quand on les a sous les yeux, les choses apparaissent, me semble-t-il, plus clairement. Alors, voilà pour commencer. C'est le point de départ de tout cela. C'est qu'est-ce que c'est que le vieillissement? Le vieillissement, c'est l'évolution, c'est l'augmentation de la proportion de personnes de plus de... Ah, la question de plus de combien? Alors, très souvent, on a pris 60 ans, et puis ensuite on a pris 65 ans, et puis maintenant on part du 4e âge. Donc là, je vous ai pris 75 ans. Ceci dit, quel que soit le chiffre qu'on prend, ce vieillissement est important. Là, je vous l'ai mis tel, puisqu'il était question de l'Europe, tel qu'il est prévu dans l'Union européenne par Eurostat, l'Office statistique européen, au cours des 40 prochaines années. Vous voyez que les plus de 75 ans, qui représentent à peu près 8% de la population actuelle de l'Europe, arriveront à un peu plus du double, à un peu plus de 16% dans 40 ans. Alors, si vous preniez les plus de 65 ans, vous auriez avec des chiffres plus hauts au départ, et puis une croissance un peu plus lente, et même chose encore pour les plus de 60 ans auxquels on vient de faire allusion. Donc, tout simplement, le vieillissement, c'est l'augmentation de la proportion de personnes de plus d'un certain âge. Le terme a été introduit en 1931 par un démographe allemand, Friedrich Burgdorfer, qui a publié un livre à succès à cette époque-là en Allemagne. Le titre du livre était Volk ohne Jugend. C'est ceux qui connaissent l'allemand, ça veut dire peuple sans jeunesse. Friedrich
Burgdorfer c'est pas un nazi. Ou disons, c'était pas un nazi, mais il l'est devenu. Il a ensuite fait, comme beaucoup d'Allemands, il a ensuite fait en 1939 le recensement des Juifs en Allemagne. Mais ça n'a pas grand-chose à voir avec sa question du vieillissement. Vous verrez tout à la fin que, malgré tout, il y a des liens qui courent. Et souvenez-vous que, justement, quel est le contraire du vieillissement? Dans le langage, c'est la jeunesse. Et les régimes de cette époque-là se sont beaucoup appuyés sur la thématique de la jeunesse. L'hymne, par exemple, l'hymne fasciste de Mussolini, c'était Giovanizza, jeunesse. Alors, ce vieillissement, à quoi est-il dû? Il est dû d'abord, au fond, je vais enfiler quelques banalités pour commencer, puis on ira progressivement vers des points qui seront peut-être moins évidents. Il est dû d'abord à la baisse de la mortalité. Et cette baisse de mortalité, vous l'avez encore vu dans le journal aujourd'hui, avec les derniers chiffres de l'INSEE, est absolument spectaculaire. L'année dernière, l'espérance de vie a augmenté de 4 mois pour les hommes et pour les femmes, alors qu'elle est déjà à un niveau très élevé. Les femmes sont maintenant pratiquement à 85 ans d'espérance de vie, et les hommes, bien sûr, sont loin en arrière. Mais ils sont quand même très élevés par rapport aux hommes des autres pays, puisqu'ils sont maintenant pas loin en espérance de vie de 78 ans. Donc, cette progression est une progression, on le verra, de plus en plus récente et rapide. Alors là, on peut calculer depuis très longtemps l'espérance de vie, parce qu'on a des statistiques de mortalité assez fiables depuis à peu près, depuis au fait 1806, le début des statistiques en France. Au tout début, c'est pas excellent, mais on rectifie parce qu'il y a une attraction des nombres ronds, c'est les âges déclarés au décès, puis ça devient de meilleur en meilleur. Et les quelques creux que vous voyez, bien sûr, c'est les guerres. Au cours des guerres, il y a des jeunes qui meurent, donc l'espérance de vie, pour vous la représenter, c'est une façon plus simple de la nommer, c'est l'âge moyen au décès. Donc là, on voit mieux ce que signifie l'espérance de vie. Et vous voyez que, alors, ce graphique, je le mets parce qu'il est classique, mais il est trompeur. Il est trompeur parce que l'espérance de vie, jusqu'à une époque récente, a surtout augmenté parce que la mortalité infantile diminuait. Il faut vous rappeler qu'à l'époque, justement, en 1806, un enfant sur deux n'atteignait pas l'âge de 5 ans. C'est donc... et ceux qui ensuite atteignaient l'âge de 5 ans, eh bien, ils pouvaient vivre longtemps. Et voilà un graphique, cette fois-ci, qui est plus étonnant. Il vous montre l'espérance de vie à 65 ans. Et depuis 1806 jusqu'à maintenant. Et vous voyez que entre 1800, surtout pour les hommes, c'est en noir, et pour les femmes, c'est en pointillé. Vous voyez que pour les hommes, jusqu'en 1945, l'espérance de vie à 65 ans n'a pas bougé. Un homme quelqu'un qui avait 65 ans en 1815, au moment de Waterloo, eh bien, avait 10 ans d'espérance de vie, et quelqu'un qui avait 65 ans au moment du Front populaire avait toujours 10 ans d'espérance de vie. C'est absolument extraordinaire. Et d'ailleurs, au fond, les gens qui ont fait la sécurité sociale et le système de retraite en 45 et 46, ils auraient pu dire, mais on a 150 ans d'expérience derrière nous, donc c'est normal qu'on ait pris les coefficients qu'on a pris. Maintenant, on leur dit, il faut tout changer. Ben oui, parce que tout a changé, c'est pour ça qu'il faut changer. Et comment ça a changé? Ben, vous voyez, la première pointe, c'est les antibiotiques. Donc là, les antibiotiques font quand même gagner à peu près 2 années pour les gens de 65 ans. Et ensuite, regardez le trait rouge, c'est assez lent comme croissance. Et moi, quand j'ai commencé à travailler en démographie, on disait, oh là là, on a atteint le maximum. On était à l'époque à 68 ans d'espérance de vie pour les hommes. On dit, oh, on ira peut-être jusqu'à 70 ans, au mieux. Et on est à 78 ans. Et voyez que, assez bizarrement, c'est dans le milieu des années 70, donc au moment où la crise apparaît, que l'espérance de vie des personnes âgées se met à augmenter, et à un rythme rapide. Regardez, c'est un rythme qui est, disons, en moyenne, à peu près 2 mois et demi par an. Ça veut dire qu'à peu près tous les 5 ans, vous gagnez 1 année d'espérance de vie. Donc, même ceux qui sont jeunes, si ça continue, ceux qui sont jeunes dans l'assistance vont gagner beaucoup d'années avant d'arriver au terme de leur vie. Un démographe allemand qui dirige le Max Planck de Rostock a calculé que les petites filles qui sont nées en 2000
en l'an 2000 en France, vivront en moyenne jusqu'à 95 ans. On n'est pas encore centenaire, mais en moyenne. C'est pratiquement la moitié d'entre elles atteindra l'âge de 95 ans si on continue au rythme auquel on continue. Et vous voyez que, regardez, pour les femmes comme pour les hommes, on a pensé qu'il y avait un petit tassement, puis ça y est, c'est reparti. Alors, c'est dû à une chose simple. Là, c'est un très beau travail sur les causes de mortalité, où on les ramène au même effectif et on traite de la même manière tous les âges. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas sensible à la structure de la population. Et vous voyez que pour les hommes comme pour les femmes, toutes les grandes causes de mortalité ont diminué. Dans le détail, il y a quelques causes qui remontent, des causes très particulières, par exemple les cancers du poumon chez les femmes, mais c'est parce qu'elles fument plus, c'est tout. Mais vous voyez, même la petite bosse, c'est des maladies infectieuses. La petite bosse que vous voyez pour les hommes est beaucoup plus faible pour les femmes, c'est le sida. Et vous voyez que déjà l'effet de l'épidémie de sida est passé. C'est les trithérapies, etc. Donc on est dans un mouvement, souvent je montre ce graphique, parce que dans cette atmosphère très pessimiste où la pollution augmente, les hôpitaux marchent mal et tout ça, on se débrouille alors vraiment très bien. Si les risques de décès pour toutes ces causes de maladies diminuent à ce point-là, je vois pas ce que vous voulez, mais c'est quand même, et on peut être extrêmement optimiste, c'est une tendance lourde, elle est sur, vous voyez, la première année du calcul c'est 1950, donc on a une tendance sur plus de 50 ans, et il n'y a pas de signe de, par exemple pour les cancers qui ont, d'abord, vous voyez les tumeurs, on les voit, elles ont d'abord augmenté quand même en nombre jusque vers les années 1990, et puis ça y est maintenant pour les hommes, comme elles ont augmenté pour les hommes, mais maintenant elles commencent à diminuer, le cancer commence à diminuer. Le plus spectaculaire, c'est bien sûr les maladies cardiovasculaires. Et faites attention que regardez bien l'échelle, on mesure le risque par, vous voyez, taux pour 100 000, le risque est mesuré en échelle ce qui s'appelle logarithmique, c'est-à-dire c'est une décroissance extraordinairement rapide. Regardez en haut, c'est 1000 pour 100 000, puis ensuite 100 pour 100 000, et ensuite 10 pour 100 000. Donc vous voyez que, mettons pour les maladies infectieuses, le risque a pratiquement été divisé par 10. Et pour les maladies cardiovasculaires, le risque a été divisé par un peu plus de 3. Vous avez 3 fois moins, je ne vais pas dire chance, mais c'est le terme des probabilistes, 3 fois moins de risque de décéder d'une maladie cardiovasculaire qui a 50 ans. C'est donc quand même... Alors ça, la conséquence de cela, qui moi m'apparaît extrêmement positive, c'est le vieillissement. Donc déjà, bon, on va en reparler parce que est-ce qu'il faut... il faut arrêter comme ça de soigner et d'augmenter l'espérance de vie? Bon, moi je crois pas. Alors la seconde cause, c'est la pyramide des âges, si vous voulez. Ça, c'est la cause de loin la plus importante. Mais autrefois, on pensait que l'autre cause, parce que comme la mortalité évoluait peu, l'autre cause, c'était la forme de la pyramide. Donc, s'il y avait peu de naissances, la pyramide, comme certains le disaient, commençait à ressembler à une toupie, et donc il y avait peu de jeunes par rapport aux personnes âgées, donc la proportion de personnes âgées augmentait. Et donc, c'était lié à la fécondité. Alors, vous avez vu on est content pour la France que la fécondité, ce que disent les journaux, alors ce qui est vrai, c'est qu'elle a un niveau élevé, elle est à 2 enfants par femme. Je vous surprendrai peut-être, mais je pourrais répondre à la question à ce sujet, si on tient compte de 2 facteurs qui ont influencé la fécondité depuis l'après-guerre, on peut montrer qu'elle n'a pas bougé, elle est restée à 2 enfants sur un modèle en moyenne 2 enfants depuis 1946-47. Ce qui s'est produit au moment du baby-boom, c'est qu'il y avait une chose dont on ne parle plus, mais qu'on appelait les naissances non désirées. Et les estimations du nombre de naissances non désirées, c'était de l'ordre, il y avait eu de grosses enquêtes, notamment au début des années 60, c'était à peu près 30% des conceptions. Donc 30% des conceptions, au lieu de 2 enfants, ça veut dire qu'il y avait 2,6 enfants. C'est effectivement la descendance moyenne qu'avaient ces générations. Et puis il y a une seconde cause qui est que on a eu des enfants très jeunes dans les années de l'après-guerre, de plus en plus jeunes. L'âge moyen auquel une femme avait son premier enfant en 1974, date où ça a été le plus jeune, c'était 23 ans. Actuellement, une femme a son premier enfant à 29 ans et quelques mois. Alors, vous me direz, quel impact? L'impact sur la mesure de la fécondité est très important parce que
quand vous retardez, il y a moins d'enfants qui naissent dans l'année. Ça ne veut pas dire que vous ferez moins d'enfants au cours de votre vie. Ça veut dire que au cours de l'année, vous les ferez plus tard. Donc au cours de l'année, vous observerez moins de naissances. Donc la diminution du nombre de naissances était liée à ce retard. Et quand ce retard a cessé, c'est-à-dire au début des années 2000, à ce moment-là, on est repassé. Pendant qu'il y avait du retard, on peut montrer même que ça, très précisément, que le retard, c'est ce que représente le retard en termes d'années, mettons 2 mois, c'est-à-dire un 6e d'année, il y aura un 6e de naissance en moins. C'est la même chose si vous mettez plus de temps à payer une dette, hein, vous paierez moins chaque année, mais vous paierez la dette totale au bout de toutes les années. De la même manière, les couples ont leurs enfants plus tard, donc, mais une fois arrivés à 45-50 ans, ils ont ces 2 enfants. Maintenant, comme le retard est pratiquement tassé, ça augmente très lentement maintenant, hein, c'est à peu près d'un demi-mois par an, donc ça montera encore un tout petit peu, je pense, et puis ça stabilisera. Donc il ne s'est rien passé du point de vue de la fécondité, alors que les Français sont rivés là-dessus. Et donc on est à peu près 2 enfants. Par contre, et ça je peux vous montrer ici, je vais passer vite parce que c'est plus technique, ça montre que une chose curieuse, c'est que bien qu'il ne soit rien passé pour la France, il ne s'est non plus rien passé pour les différences à l'intérieur de l'Europe. Ce que vous voyez, c'est comment se répartissent les fécondités dans l'ensemble de l'Europe. Le rouge, c'est la moyenne, et le bleu, c'est comment sont situés 90% des pays en plus et en moins. Et vous voyez que l'écart entre pays européens s'est maintenu. Et du coup, et c'est ça que je vais vous montrer un peu plus longuement, il est intéressant de se demander pourquoi l'Europe dans son ensemble, qui est à 1,5 enfants par femme et pas à 2 enfants par femme comme la France, pourquoi y a-t-il cette diversité en Europe? Et de comprendre pourquoi il y a cette diversité, ça nous renseigne sur, au fond, ce qui est derrière la fécondité, et donc aussi sur ce qui permettra peut-être à la France de conserver ses 2 enfants par femme, ou bien ce qui permettra à d'autres pays de voir leur fécondité remonter. Et quand on fait le petit graphique que je vous ai fait là, c'est un graphique très simple, j'ai classé les pays selon, vous voyez en abscisse, qui est marqué taux d'activité féminine. Alors vous ne voyez peut-être pas parce que c'est en bas, c'est masqué par le bureau, mais c'est le taux d'activité féminine. Ça veut dire, c'est la proportion de femmes qui sont actives entre 25 et 60 ans, je crois. Et l'autre que vous voyez en ordonnée, j'ai classé les pays selon l'âge moyen des mères à la première naissance, dont je viens de dire un mot. Et vous voyez que quand vous faites cela, et j'ai mis ensuite, vous voyez les cercles que j'ai mis, les couleurs représentent des zones géographiques, mais surtout les cercles représentent l'importance de la fécondité. Donc vous voyez que la France et l'Irlande ont une forte fécondité, mais aussi Finlande, Danemark, Suède. Qu'en revanche, Italie, Espagne, etc., Pologne, Slovaquie, Tchéquie ont une faible fécondité, c'est des petits points. Hein, les points sont proportionnels à peu près à la fécondité. J'ai un tout petit peu exagéré pour rendre le graphique plus lisible. Et vous voyez qu'il y a une organisation très claire de la fécondité. Vous voyez que c'est vers le haut que la fécondité est élevée, uniquement dans le coin vers le haut. Et donc c'est un paradoxe, et on va le voir mieux. C'est dans les pays où les femmes travaillent le plus et dans les pays où les enfants le plus tard que la fécondité est la plus élevée. Voilà la règle pour l'Europe. Et regardez comme le graphique est précis. Si on regarde les points un par un, regardez les 3 pays baltes se comportent. Je les ai pas mis ensemble parce qu'ils sont baltes. J'ai pris les 2 indicateurs. J'ai été pêché dans les annuaires de l'Eurostat, l'indicateur d'activité féminine et puis l'indicateur d'âge moyen à la première naissance. Et ils ont suffi à organiser ce graphique. Regardez les 2 nouveaux entrants, la Bulgarie. Et je pourrais à chaque fois vous expliquer pourquoi. Je vais aller rapidement, mais regardez, c'est les 4 pays d'Europe centrale qui sont entrés en 2002, Hongrie, Tchéquie, Pologne, Slovaquie. Regardez la suite, c'est l'Italie, Espagne, Grèce. Alors, le Luxembourg, mais le Luxembourg, il est à moitié portugais et italien, hein, c'est devenu un pays méditerranéen en fait. Donc, sans compter l'origine des capitaux. Donc, et puis c'est pas grand monde, mais regardez là, vous avez les pays du sud de l'Europe qui ont un profil particulier. Et maintenant, continuons. Regardez, et là, mais j'y reviendrai, et là, il y a une chose qui apparaît. Il y a une différence, il y a un pays qui n'est pas à sa place.
et l'Allemagne. Eh oui, très intéressant. Là, il contredit la règle. Hein, et la France est peut-être un peu exagérée à son tour. Hein, vous voyez. Donc il y a j'y reviendrai dans un instant, il y a un problème France-Allemagne. Et puis regardez là, eh ben, on a Suède, Danemark, Finlande. C'est vraiment comme à l'exercice. Hein, ils se mettent en rang. Et c'était pas prévu à l'avance. Alors pourquoi? Eh bien, ce que vous avez dans la partie du bas, c'est des pays qui vivaient en régime communiste. On avait des enfants très tôt. Donc jusqu'à 1900, jusqu'à la chute du mur de Berlin, les mères dans ces pays-là avaient leur premier enfant à 22 ans ou 23 ans. Et simplement actuellement, leur âge, vous voyez qu'il est l'âge moyen à la première naissance, est en train de monter. Et donc il se produit ce que nous avons vécu il y a une vingtaine d'années, est en train de se produire chez eux. C'est-à-dire il y a un retard à la natalité, à la fécondité, donc on observe moins de naissances, mais ça ne veut pas pour autant dire que ça va durer. Vraisemblablement, certains remonteront beaucoup, peut-être d'autres non. En revanche, si vous prenez les pays d'Europe du Sud, Italie, Espagne, Grèce, ça y est, c'est remonté, même plus souvent que dans des pays du Nord, mais là vous avez une faible activité féminine. C'est pas que on dit souvent les femmes ne veulent plus faire d'enfants, ou les femmes, alors ils enquêtent, les femmes préfèrent un travail à la famille. Non, les femmes et les hommes d'ailleurs souhaitent les deux. Ils souhaitent avoir une famille et un travail. Mais pour les femmes en Italie, en Espagne ou en Grèce, si elles ont un enfant, ce sera difficile, voire impossible de trouver du travail. Elles auront à s'occuper de leur enfant. Ce sera d'autant plus difficile pour elles que c'est des pays où il y a des enquêtes qui montrent que le premier emploi stable que l'on trouve, on le trouve dans ces pays-là majoritairement par la famille. Alors que dans les pays d'Europe du Nord, de l'Angleterre et Pays-Bas jusqu'aux pays scandinaves, on trouve son premier emploi par les annonces publiques, par son université ou son école. La famille joue peu de rôle. Donc si vous êtes en Italie, si vous avez un enfant assez jeune, la famille vous dira occupe-toi de l'enfant et elle ne vous aidera pas à trouver un travail. Donc les jeunes italiennes le savent très bien, elles ne veulent pas se lancer dans la famille rapidement. Et d'ailleurs, il y a un indicateur assez intéressant, c'est un des pays d'Europe où la proportion de naissances hors mariage est la plus faible. Dans un pays comme la Suède, même maintenant la France, les naissances hors mariage, c'est nettement plus que 50% des naissances, parce que ce n'est pas un véritable obstacle, et c'est, d'une certaine manière, la France a préservé ses deux enfants par couple, parce que dans les années 80, il y a des gens qui ont compris cela, et qui, au lieu de prôner, comme le faisait au fond une vieille droite et une vieille gauche aussi d'ailleurs, là c'est pas politique, qui était le retour des femmes au foyer pour qu'elles fassent des enfants, qui était le slogan que j'ai connu à mes débuts dans la profession, on a inventé ce slogan qui est concilier vie professionnelle et vie familiale. Et c'était malin, parce que vous voyez que c'est ce qui est par derrière ce graphique. Donc dans les pays où cette conciliation fonctionne, eh bien à ce moment-là, les couples ont la famille qu'ils souhaitent, et qui est une famille d'à peu près deux enfants. Vous voyez que la France, alors je vais regarder en France, c'est un peu plus, et l'Allemagne c'est nettement moins, il y a une explication supplémentaire là, mais grosso modo c'est la façon dont fonctionne ce graphique. Il a ce côté paradoxal, c'est que la première en hauteur, l'âge au mariage, eh bien l'âge au mariage c'est dans la théorie malthusienne, donc dans l'essai de Malthus, c'est la pratique malthusienne véritable, c'est ce qu'on appelle la contrainte, ce que Malthus appelle la contrainte morale, moral restraint. Il dit si vous ne voulez pas faire trop d'enfants, retardez leur naissance. Donc c'est considéré comme quelque chose qui fait baisser la natalité, et vous voyez qu'ici c'est l'effet inverse. De la même manière, on dit toujours, plus les femmes ont d'enfants, moins elles sont actives. C'est vrai dans un pays donné. Mais avec le raisonnement que je vous ai fait, et sur le graphique que vous voyez, c'est l'inverse. C'est plus les femmes travaillent, plus les femmes ont la possibilité de travailler, plus elles vont envisager d'avoir une famille et d'avoir plusieurs enfants. Et je pense que là, on est sur quelque chose qui dépasse même les 27 pays d'Europe, on est sur quelque chose de mondial, c'est-à-dire que la baisse très rapide de fécondité dans le monde, presque partout, vous savez que
Dans des pays, vous savez, au Brésil, on est à 2,2 enfants par femme. En Tunisie, dont on parle actuellement, on est au-dessous de 2 enfants par femme. En Indonésie, on est à 2,3. Au Mexique, à 2,3. L'Algérie était à 2,3 il y a 5 ans. Je pense qu'elle est maintenant à 2. L'Iran est à 2 enfants par femme. L'Afrique du Sud est à 2,8. Je pourrais continuer. Pratiquement tous les... L'Inde vient de passer au-dessous de 3 enfants par femme. Il reste quelques îlots en Afrique équatoriale et centrale, et puis Pakistan, Afghanistan. Mais pour le reste, la règle dans le monde entier, c'est une baisse rapide de la fécondité. Et je pense que cette baisse est assez largement le fait des femmes. Les femmes ne veulent plus... ça traduit la revendication d'égalité des femmes, qui est devenue une revendication mondiale. Et quand on parle d'étendre les droits de l'homme à l'ensemble du monde, je pense que finalement, c'est pas ça qu'on devrait dire. On devrait dire étendre les droits de la femme. C'est ça qui s'est produit. Et le résultat de cette extension des droits de la femme, c'est que les femmes souhaitent avoir des familles de taille moyenne, voire petite, 2 enfants ou 3 enfants. Et en plus de ça, si elles n'y parviennent pas, il y a ce qui se passe avec l'Italie, l'Espagne et la Grèce. Et c'est même mais sinon, c'est une surprise. Voilà 3 pays qui sont très religieux, qui ont eu beaucoup d'enfants dans le passé. Ben non, c'est fini parce qu'on ne laisse pas aux femmes de ces pays leur place. Alors la France et l'Allemagne, vous me permettez d'en dire un mot, puis je passerai plus vite ensuite peut-être sur d'autres points. Mais là, on est sur un point d'actualité, donc ça valait le coup, je pense, de développer. Regardez la France et l'Allemagne. Ce qui est formidable, si on peut dire, d'ailleurs, moi je ne porte pas de jugement, mais j'ai un jugement esthétique, c'est que l'écart entre la France et l'Allemagne, là on est en 1970 ici, si vous ne voyez pas l'échelle, et puis on est en 2000, on est en 2005, dans le dernier point, 2006. Hein. Et regardez, vous voyez que la France et les pays nordiques, ça reste à peu près le même schéma, très peu de choses, mais regardez l'Allemagne. L'écart entre la France et l'Allemagne n'a pas diminué. Il y a 2 modèles différents. Alors on s'est beaucoup interrogé et une très bonne chercheuse, Jeanne Fagnani, a écrit un petit livre où, à mon avis, elle donne une des clés de la compréhension, qui est une clé alors un peu différente de celle oui, ma mentalité là, de celle qui est indiquée ici, de celle que je vous ai indiquée jusqu'ici. Elle a été cherchée, c'est quand même très troublant, ces 2 pays qui ont des économies semblables, qui ont beaucoup de points. Quand on regarde la plupart des paramètres, il y a beaucoup de ressemblances entre la France et l'Allemagne. Beaucoup plus même qu'entre la France et les pays nordiques ou qu'entre la France et l'Angleterre. Eh bien, une différence de fécondité tout à fait marquée. Vous voyez, l'Allemagne est à 35, 40, alors que la France est à 2, et là, sur le graphique en 2006 est déjà toute proche de 2. Et la raison que donne Mme Fagnani, c'est que il y a une attitude vis-à-vis de l'enfance qui est très différente. C'est-à-dire qu'en France, par exemple, si vous prenez les traités de psychologie de l'enfant, la recommandation qui est faite, c'est que l'enfant soit éduqué avec des enfants de son âge. Il doit être socialisé. C'est au fond la doctrine Vallon dès l'entre-deux-guerres. Et en Allemagne, la doctrine, les mêmes font les traités de psychologie de l'enfant, genre Dr Spock et tous ces machins, c'est il faut que ce qui est essentiel, c'est la relation de l'enfant à sa mère. Donc, c'est une très grosse différence, parce qu'en France, la mère, bien sûr, est responsable de l'enfant, mais l'enfant, très vite, peut être placé en crèche et puis en jardin d'enfants, sans qu'il y ait mauvaise conscience du tout. C'est la voie normale pour que l'enfant se développe. En Allemagne, c'est pas du tout cela. Une mère qui retravaille rapidement après la naissance d'un enfant en Allemagne, il y a un terme pour la désigner, elle est une Rabenmutter, une mère corbeau. C'est donc vraiment une chose mal vue. Et donc, quelque part, les mères allemandes, elles, c'est pas la question du travail, leur taux d'activité est à peu près, vous l'avez vu, celui des mères françaises, mais il y a des différences, elles arrêtent plus longtemps après elles sont plus nombreuses après une naissance d'enfant à arrêter de travailler, mais surtout, elles sont plus angoissées à l'idée d'avoir un second enfant, elles vont moins s'occuper du premier, c'est sur elles que porte la charge de l'enfant. Donc,
elles hésitent, et d'ailleurs la proportion de femmes sans enfants ou avec un seul enfant est beaucoup plus élevée en Allemagne qu'en France. Alors, les Allemands, qui s'inquiètent maintenant depuis une dizaine d'années de la situation, ils ont dit, oh, ben, il suffit de faire comme les Français, il suffit de faire des crèches et des jardins d'enfants, et puis tout rentrera dans l'ordre. Mais non, ça ne marche pas. Ça ne change pas la mentalité, si vous voulez. C'est plus compliqué, une mentalité. Et on l'a vu, je vais vous donner juste un exemple tout récent de la manière dont ça ne change pas la mentalité. Pour créer des crèches et des jardins d'enfants, il faut des crédits, il faut construire des bâtiments, il faut engager du personnel. Et ces crédits, c'est les lenders qui doivent les donner. Et les majorités des lenders ont inscrit ces crédits à la demande du gouvernement fédéral, mais ils ne les emploient pas. Et quand on fait une enquête sur le sujet, ils disent on ne les emploie pas parce qu'on sera mal vu si on fait cela, on sera mal considéré. Et donc on tient à être réélu. Donc on les garde puisqu'on nous a demandé, on fera plus tard, mais on ne le fait pas. Donc là on voit bien la résistance des mentalités. Et d'ailleurs en France, c'est pas mystérieusement à cause de la psychologie de l'époque de Vallon on est arrivé à cette idée-là. Ça a été un très long travail. C'est au fond l'idéologie nataliste en France, elle date de la fin de la fin du 19e siècle. Elle commence à se développer dans les années 1880-90. Et c'est seulement maintenant, à mon avis, qu'elle arrive à son effectivité, parce qu'elle a utilisé toutes sortes de cordes, toutes sortes de ressorts. Par exemple, un des ressorts typiques en France, c'est faire peur de l'enfant unique. Il y a toute une propagande montrant que l'enfant unique, c'est vraiment mauvais pour l'enfant, qui n'existe absolument pas dans un pays comme l'Allemagne, dans les pays nordiques. Et d'ailleurs en France, vous voyez bien, dès qu'un jeune couple a une première naissance, presque toujours la question c'est à quand le second ? Question qui paraîtrait totalement délirante en Allemagne, il n'y aurait pas de sens. La question serait comment vous allez vous en occuper, qu'est-ce que vous allez faire et tout ça. Donc là vous avez une différence qui va plus profondément ce que je vous ai montré un petit peu mécaniquement au début. Alors, vous voyez, comment est-ce que ça va changer ? Ça mettra du temps. Je pense que, sauf phénomène exceptionnel, la France devrait poursuivre sur sa lancée de 2 enfants. Il y a un modèle qui s'est installé dans l'après-guerre, qui va rester, et puis l'Allemagne va rester sur, quel que soit ce qu'elle fera, pendant assez longtemps, sur une faible natalité. Alors, la question, c'est, les seuls qui peuvent plus bouger, c'est les pays du Sud, mais là aussi, une fois qu'on s'installe dans un système, c'est assez difficile d'en sortir. Par exemple, les Chinois actuellement discutent de revenir sur la politique de l'enfant unique, mais l'avis général, c'est que même s'ils suppriment la politique de l'enfant unique, la Chine continuera à faire peu d'enfants. C'est entrer dans les mœurs, c'est ce que les Chinois appellent le petit empereur. Il y a une façon, dans l'éducation, dans miser d'ailleurs sur l'éducation, et qui est maintenant entré dans les mœurs. Voilà donc sur ces questions, vous voyez, de fécondité, on est un peu loin du vieillissement, mais ça a été souvent... Alors, est-ce qu'on peut, là je vais passer vite, parce qu'il y a une idée, c'est un travail que j'avais fait pour le Parlement européen, l'idée c'était, il y a un moyen de lutter contre le vieillissement, simple, c'est de faire venir des immigrés. Alors, on a fait des calculs, les Nations Unies ont fait un premier calcul, et j'ai fait quelque chose d'analogue pour l'enfant. Alors, c'est le seul tableau que je vous montre, mais c'est simplement pour montrer l'énormité des choses. Il faudrait si vous voulez maintenir la population totale, eh bien il faut d'ici à 2050, l'immigration est faible. Il suffit de faire venir 44 millions de personnes. 44 millions, c'est 1 million par an, il en vient un peu plus. Si vous voulez maintenir le rapport entre population active, c'est la dernière ligne. Ah ben oui, mais vous la voyez peut-être pas. C'est entre population active et population inactive, il faudrait qu'il y ait 93 millions d'immigrés. Si vous voulez si vous voulez maintenir la population active, si vous voulez maintenir justement le rapport entre la proportion d'actifs et la proportion d'inactifs âgés, donc ce rapport qu'on met en avant pour les retraites, il faut, le calcul donne très exactement, il faut faire venir dans les 40 prochaines années 590 millions d'immigrés. Voilà.
Donc c'est effectivement, on peut contrer le vieillissement de cette manière-là. On a là une solution. Hein, alors 590 millions, alors, quand on le fait par pays, on voit voilà des exemples pour payer. Alors par exemple pour la France, c'est pas trop. Il suffit d'en faire venir. Ça c'est pour maintenir la population active. Mais sinon, s'il faut faire maintenir l'ensemble de la population, pour la France, il faudrait faire venir chaque année 1 million d'immigrés. Je vous signale que le solde donné par l'INSEE cette année, c'est 70 000. Donc il faudrait multiplier par 14 le nombre des immigrés chaque année. Vous voyez le spectacle politique que ça donnera. Hein, c'est bon. Donc, abandonnons cette idée. J'avais même fait un petit travail, parce que si on va au-delà de 2050, les immigrés, c'est quand même, ils sont comme nous, ils vieillissent aussi. Donc, plus vous faites venir des immigrés, plus il faut en faire venir, parce qu'eux-mêmes sont devenus des immigrés vieux. Alors si on va jusqu'en 2100, là, il faut faire venir plus d'1 milliard de personnes. Et là, la Terre n'y suffira pas, parce que tous les autres pays sont confrontés à cela. On croit que les immigrés viennent comme ça parce qu'on les appelle, ou parce qu'on leur dit venez, on ouvre la porte. Mais non, ils ne viennent pas comme ça. Eux-mêmes, la Chine est en train de vieillir rapidement, et c'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle ils mettent en avant l'abandon de la politique de l'enfant unique. Donc, sauf à trouver sur une exoplanète une ressource en population importante qu'on ferait venir, je ne vois pas de moyen de combler avec l'immigration, le vieillissement, c'est une idée. Alors du coup, si on entre au fond, est-ce que le vieillissement est si mauvais? C'était la question. Ben, revenons, et là je vais entrer dans un détail un peu plus grand à nouveau, comme pour la fécondité. Parce que c'est un point important. Revenons, voilà un exemple. Le vieillissement, ben vous voyez, c'est la partie bleue de la pyramide sur l'ensemble de la pyramide. C'est la proportion de personnes. Alors là, j'ai pris 60 ans, et voilà la pyramide en 1901, et la voilà en 99. Et, je pourrais prendre encore plus proche aujourd'hui, mais c'est le principe est le même. Et parce que 99 était un bon recensement, c'est le dernier grand recensement français. On vous dit, le dernier recensement de l'INSEE, c'est peanuts, il n'y a plus de recensement. L'INSEE ne fait plus de recensement. L'INSEE fait des estimations ou des enquêtes de recensement, c'est une espèce de truc qui est très très discutable. Donc là, par contre, en 99, tout le monde avait été recensé un jour donné, enfin un mois donné, c'est la façon sérieuse de faire un recensement. Ou l'autre façon, c'est d'avoir des registres de population, mais les Français tremblent à cette idée. Et vous voyez que la partie bleue a augmenté, c'est ça le vieillissement. Donc, cette partie âgée, voilà son augmentation pour la France. Je vous avais mis pour le futur, pour l'Europe, mais là vous avez l'augmentation pour la France. Vous voyez que ces plus de 60 ans sont passés de 14, à peu près 13,5% à 22,5% à un siècle. C'est pas non plus gigantesque, hein, y a pas... mais ça augmente, c'est vrai. Bon. Maintenant, quand vous vous intéressez, il y a 2 points sur le vieillissement, il y a la santé et les retraites. Alors, sa santé, vous intéressez à cette santé parce que, notamment, ça va être le thème de la dépendance qui va nourrir les débats dans les mois à venir. Ce que je fais là, ce n'est pas mon opinion, c'est l'opinion absolument ultra majoritaire des économistes de la santé. Par exemple, Brigitte Dormont ou Claude Le Pen, qui tous les deux sont professeurs à Paris-Dauphine, qui forment vraiment le collège des économistes de la santé. Ils regardent ça froidement. Ils regardent le total d'augmentation des dépenses de santé dans l'Union européenne sur 20 ans, c'est 4,2% par an. C'est donc très important. Ça, de ce point de vue-là, je ne vois pas comment ça va être très dur d'échapper. Mais quand on regarde ces 4,2%, il y a une partie qui est liée à la croissance économique. Plus l'économie croît, plus, si on veut maintenir la proportion de soins, ça croît aussi. Puis il y a une partie petite qui est liée au fait qu'il y a une petite croissance démographique en Europe, c'est 0,25%. Et il y a une partie de vieillissement, on peut très bien le calculer, puisqu'on sait de combien augmente la proportion de personnes âgées. Donc on regarde, c'est 0,3% par an, ça augmente, mais c'est pas beaucoup. Et le haut, qui est le plus important, c'est le progrès thérapeutique. Et le progrès thérapeutique, contrairement à l'opinion courante qui est de dire oui, c'est parce que c'est des machines de plus en plus chères, ce n'est pas cela. Et le thème que développent justement les économistes de la santé, c'est montrer que c'est plutôt lié au fait de la démocratisation d'un certain nombre de pratiques médicales. Par exemple, un des cas
un des cas les plus remarquables, c'est la question de le remplacement des pontages par ce qu'on appelle des angioplasties. Vous savez, on vous met des petits... Oui, c'est ça, dans des petits ressorts, voilà. Et c'est presque rien. Hein. En plus, ça, c'est préventif. On peut prendre plus tôt. On vous envoie un petit ressort. Ça vous prend une journée d'hôpital. Alors qu'un pontage, c'est une opération lourde sur laquelle il y a quand même un certain nombre de décès ou des suites de l'opération. Donc, on l'entreprend à un stade avancé. Et simplement, comme le pontage est facile, les pontages, comme les stegs, les petits ressorts, c'est facile. Ça s'est bien sûr multiplié, donc ça coûte cher au total, mais c'est très positif. Ça veut dire qu'il y a une démocratisation par derrière de la santé. Et donc, quand on vous dit « Ah, ça va être des coûts de santé abominables du fait que la proportion de personnes âgées augmente », mais non, c'est matériellement faux. Je ne vois pas très bien comment on peut contredire cette évidence. Et simplement, ce que je vais vous montrer en plus, c'est que les 0,3% qui sont là sont faux. Il n'y aura même pas ces 0,3%. Alors là, c'est un tout petit peu plus dur, mais il faut entrer dans le détail parce que, regardez, les coûts de santé, ils augmentent beaucoup en fonction de l'âge. Donc c'est sur ça qu'on se fonde pour dire que ça va être cher. On dit, puisque les coûts de santé augmentent beaucoup, c'est une bonne enquête américaine, vous voyez que le coût de santé, en référence en dollars, il va pratiquement être multiplié par 6 entre la période d'âge avant 60 ans et la période arrivée vers 90 ans. Donc on dit, puisqu'il va y avoir plus de personnes, ça a l'air du gros bon sens, puisqu'il va y avoir plus de personnes âgées, eh ben ça va coûter plus cher. Hein. Mais si on regarde bien, et cette étude-là est très intéressante pour cela, alors déjà, je vais entrer dans l'argument plus rapidement. Cette étude-là, elle a trié parmi les dépenses de santé, les dépenses qui étaient allées à des personnes qui avaient vécu moins d'1 an ensuite, et à des personnes qui avaient vécu plus d'1 an. Et regardez, quand vous avez moins d'1 an à vivre, la dépense de santé est très élevée, mais vous voyez qu'elle est constante, elle ne dépend pas de l'âge, c'est simplement, elle dépend du fait que vous avez moins d'1 an à vivre. Et ça coûte cher, parce que ça veut dire que si vous avez vous étiez au moment où cette dépense, vous étiez dans une vraiment mauvaise santé. Or, le fait d'avoir moins d'1 an à vivre, c'est là qu'est l'argument extrêmement important, je vais vous le montrer sous d'autres angles, mais le fait d'avoir moins d'1 an à vivre, mais quelle que soit votre durée de vie, il y a des gens qui ont moins d'1 an à vivre, c'est pas le vieillissement, c'est pas parce qu'il y a plus de personnes âgées qu'il y a plus de personnes qui ont moins d'1 an à vivre. On peut même calculer, et ça vous surprendra, mais vous l'avez par exemple vu dans les résultats de l'INSEE, l'INSEE dira il y a très peu de décès, les décès n'augmentent pas, ils sont même fixés à peu près 540 000 personnes. Ben oui, parce que le nombre de personnes qui ont moins d'1 an à vivre, très exactement, c'est les personnes qui vont décéder au cours de l'année. Et la proportion de personnes qui va décéder au cours de l'année, c'est le nombre de décès au cours de l'année rapporté à la population. C'est ce qu'on appelle le taux de mortalité. Et le taux de mortalité diminue. Il diminue parce que plus on vit vieux, plus il y a beaucoup de gens à tous les âges, et pas simplement aux âges jeunes. Et donc le dénominateur, quand vous faites le taux, est plus important. Donc, et c'est ce que vous allez voir, autrement dit, quand vous entrez dans le détail des coûts de santé, et il vaut beaucoup mieux partir de la fin que du début. Quand vous pensez, par exemple, dire le coût de santé pour une personne qui a 80 ans, ça veut dire que vous rapportez ce coût de santé à une cause qui s'est produite 80 ans auparavant, qui s'appelle la naissance. Si vous le rapportez au décès, qui se produit 1 an après, c'est quand même beaucoup plus sérieux. Vous êtes vraiment là dans une causalité qui peut être... Vous me direz, oui, mais on ne sait pas quand on mourra. Heureusement. Mais statistiquement, on le sait, il n'y a aucun problème. Les données sur la mortalité sont très précises. Donc on sait combien de personnes, à 1 ou 2% près, mourront à tel et tel âge dans l'année. Vous l'avez vu, les évolutions sont très régulières. Et les évolutions par âge, c'est... Non, je n'ose pas dire magnifique. Donc du coup, si vous tenez compte de la dernière année d'espérance, du fait que si vous comptez vous mettez à part dans votre calcul du coût, ceux qui ont leur dernière année d'espérance de vie, et donc qui sont chers, et les autres qui sont moins chers, eh bien à ce moment-là, vous n'avez plus d'effet, pratiquement plus d'effet de l'âge, c'est la courbe bleue, vous voyez. Et donc, au lieu, vous voyez,
point très défavorable, la courbe verte, qui est le vieillissement qui augmente. Vous avez la courbe rouge qui est par personne. Ça ne coûtera pas, ça augmente très lentement, mais à peine. Regardez, vous voyez l'échelle, c'est 170 à 180. Alors, il y a un argument par derrière qui est très important et qui renforce ce que je suis en train de vous dire, qui est une autre façon de prendre les choses, c'est de regarder maintenant, non pas l'espérance de vie, mais l'espérance de vie en bonne santé. Je vous l'ai signalé au début, c'est à quoi ça sert de soigner les personnes si c'est pour qu'ils vivent, pour qu'elles vivent avec des petits tuyaux, des masses de médicaments, des longs séjours à l'hôpital, c'est pas une vie. Donc, on s'est de plus en plus intéressé à mesurer la vie en bonne santé. Et alors, il y a beaucoup de techniques, il y a beaucoup de travaux là-dessus. On arrive maintenant à un assez bon accord international. C'est ce que vous voyez parfois aussi, ce qu'on appelle l'espérance de vie sans incapacité, ou EVSI. Alors, il y a plusieurs méthodes de mesure, donc ça vous expliquera que les résultats ne soient pas forcément les mêmes par pays, mais on commence à harmoniser, notamment l'Union européenne a déjà, vous allez le voir, harmonisé en partie, et aussi l'OCDE aussi publie des données sur ce sujet, et on commence à avoir des petites séries. C'est plus difficile à mesurer parce que le passage de la bonne santé à la mauvaise santé est beaucoup moins clair que le passage de la vie à la mort. L'espérance de vie, c'est pas dur. Bien sûr, il y a un petit doute sur le moment exact de la mort, mais enfin, il n'est pas très grand. Quand vous raisonnez avec des années, ça marche. Or, ces espérances de vie bonne santé, si vous voulez, le côté négatif, c'est de dire, et c'est la vision qu'on a souvent, et quand on fixe un âge, on dit la proportion de personnes de plus de 60 ans augmente. C'est ça qu'on a dans la tête, c'est qu'après 60 ans, c'est une charge pour la santé, vous voyez. Et c'est donc l'idée que l'incapacité va occuper la fin de la vie, qu'au fond on a une vie qui va bien jusqu'à 60 ou 65 ou 70, puis ensuite tout ce qu'on gagne c'est pour de la mauvaise santé. Or, ce n'est pas du tout le cas. Là voilà une très bonne étude qui vient de l'OCDE, c'est l'espérance de vie à 65 ans. Ils ont calculé l'espérance de vie totale et l'espérance de vie sans incapacité, que vous voyez en dessous, et vous voyez que l'écart, pour la plupart des pays, sauf les États-Unis, mais ça c'est une question intéressante, mais sauf les États-Unis, l'écart est en train de se resserrer. C'est pour que j'ai mis deux flèches de la même taille. On voit qu'en France, l'écart se resserre un peu, mais regardez par exemple un cas comme justement le Danemark, tout à fait remarquable, l'écart se resserre beaucoup. Autrement dit, non seulement l'espérance de vie sans incapacité augmente rapidement, et elle augmente même plus vite que l'espérance de vie, et la partie de vie en incapacité ou en mauvaise santé a tendance à diminuer. Alors, une autre façon de le voir, là j'ai mis en bas, c'est l'espérance de vie totale, et j'ai pris tous les pays d'Europe, sauf Bulgarie et Roumanie, je n'avais pas de données sûres là-dessus, et j'ai mis la différence entre l'espérance de vie totale et l'espérance de vie en bonne santé. Cette différence, c'est la vie en mauvaise santé. Voilà. Et bien, regardez, que dit ce graphique, c'est pour ça que j'ai mis une droite comme ça, il dit que plus vous vivez longtemps, moins vous vivez en mauvaise santé longtemps. C'est quand même très important. Ça change entièrement la question du vieillissement du point de vue de la santé, complètement. Et là, c'est imparable. Regardez, bien sûr, il y a des cas, on peut discuter par cas. Et si j'avais des données sur la Russie, vous savez que la Russie, alors, c'est terrible, l'espérance de vie des hommes, elle est par ici, c'est 60 ans, l'espérance de vie des hommes actuellement en Russie, et le nombre d'années de vie en incapacité calculé pour la Russie, c'est 10 ans pour les hommes. Alors vous me direz, à votre cas, tout ça, d'accord, mais enfin, ça confirme la règle qui est, plus vous vivez longtemps, plus votre part de vie, c'est pas plus vous vivez longtemps en bonne santé, c'est plus votre part de vie en bonne santé, votre part de vie en mauvaise santé diminue. On dit part de vie en bonne santé, non seulement vous gagnez, mettons, les 4 mois qui ont été gagnés cette année, il y a 4 mois de gagnés, mais vous aurez sans doute gagné 5 mois en bonne santé, pas 4 mois, les 4 mois de vie totale, mais 5 mois en bonne santé. Donc la question des coûts de santé, regardez, voilà une autre enquête, c'est pour enfoncer le clou. Voilà une enquête faite en Angleterre, alors c'est une autre mesure, on a pris une mesure où alors vraiment on tient compte des petits bobos. Et donc les années de mauvaise santé sont beaucoup plus importantes avec cette mesure-là, mais là aussi c'est le même principe, on met l'espérance de vie, on le met pour un ensemble de municipalités anglaises qui couvrent une grande partie, vous voyez, City of London,
Qu'est-ce que vous avez? Rotherham, Barnsley, Hackney, Manchester, etc. Regardez le Croydon, Kingston, bon, vous voyez, ça c'est des municipalités à côté de Londres, en banlieue, et regardez très clairement, plus on vit longtemps dans ces municipalités anglaises, moins on passe de temps en mauvaise santé, très clairement. Donc là, vous avez à nouveau cette règle. Regardez un dernier, c'est une très belle enquête d'un chercheur français, Jean-Marie Robin, il a eu beaucoup de mal. Il est arrivé à comparer, vous voyez, en bleu, c'est l'espérance, c'est pour les personnes de plus de 60 ans, en bleu, c'est l'espérance de vie en bonne santé, et au-dessus, en jaune, c'est la durée en mauvaise santé. Et ici, c'est en 1981, et là, c'est 11 ans plus tard, en 1991. Donc, ce que vous voyez, vous avez ici, ça résume pratiquement tout ce que je vous ai dit. Vous voyez que l'espérance de vie totale, c'est le haut, c'est le total, c'est le rouge qui est en haut, ça augmente, et ça augmente pour tout le monde. Ça augmente plus pour les cadres, que bien qu'ils soient déjà élevés, ça augmente plus pour eux. Mais vous voyez aussi que, et c'est bien la règle qu'on a vue précédemment, que les cadres qui ont une plus grande espérance de vie, ils ont aussi une plus faible espérance de vie en mauvaise santé. Regardez, c'est 4,8, alors que les employés c'est 5,6 et les ouvriers 5,3. Et plus grave encore, si on peut dire, là, ça s'améliore beaucoup mieux et plus rapidement pour les cadres, qui sont dans la seconde période à 4,1 années en mauvaise santé, alors que ça s'améliore à peine pour les employés et pour les ouvriers, leur temps. Donc vous avez là un résumé de la situation, et ça vous fait voir aussi des différences qui n'ont pas été prises en compte. On a parlé de la pénibilité, mais ces différences n'ont pas été prises en compte dans le débat sur les retraites. Alors c'est pas simplement l'espérance de vie, comme on l'a parfois dit, qu'il faut prendre en compte, c'est l'espérance de vie en bonne santé. L'intérêt, ce qu'attendent les retraités, c'est pas d'être sur un fauteuil roulant, hein, c'est d'avoir un certain nombre, qu'il y ait une certaine justice dans le nombre d'années de vie en bonne santé, ou du moins qu'il y ait une péréquation entre le nombre d'années de vie en bonne santé et le nombre d'années de vie au travail. C'est un peu cela qui était, il me semble, qui aurait dû être le fond des discussions. Mais elles se sont focalisées stupidement sur 60 ans, 62 ans. C'est insensé quand vous voyez que ce que je suis en train de vous montrer, c'est que l'âge n'a pas de réalité, que là, le sens de l'âge change avec donc se fixer sur un âge, c'est vraiment c'est une discussion inepte. Hein, mais c'était étrange que cette fixation, il y en a qui ont dit 62, alors les autres ont répondu 60. Je ne dis pas ni que la gauche ni que la droite ait raison, ils se sont fixés sur un truc qui a évacué la vraie discussion, qui est là, hein, la vraie discussion. Là, on entre dedans, on entre les différences cadres employés-ouvriers, la bonne santé, la mauvaise santé. Voilà. Donc la vérité, c'est ça au moins, au minimum, par rapport au premier graphique que je vous ai montré, c'est celui-là qui est bon. C'est à mesure, et on dit c'est l'hypothèse la plus conservative, c'est-à-dire c'est au pire l'espérance de vie en mauvaise santé va rester constante, mais vraisemblablement, et avec tout ce que je vous ai montré, elle diminue. Mais c'est vraiment la situation la pire, elle reste constante. Et du coup, si vous voulez calculer les coûts de santé, il faut regarder quelle est la proportion de personnes en mauvaise santé, et ça vous le savez. Et là j'ai pris la proportion de personnes en mauvaise santé, c'est, voilà, ici il y a un exemple, c'est les personnes, ici j'ai pris les personnes qui ont moins de 5 ans de vie devant elles. Plus tard on verra, j'ai pris le chiffre exact pour l'Europe qui est 6,2 années. 5 ans était facile à calculer. Et vous voyez que, alors qu'ici on considère que les responsables des coûts de santé, c'est la partie bleue, les plus de 60 ans, là, c'est la petite partie bleue que vous voyez, mais qui augmente en proportion. C'est la partie bleue, c'est les personnes qui ont moins de 5 ans à vivre, et on peut le calculer, parce qu'on a les tables de mortalité, on a les risques de mortalité par âge, on sait dans une population à peu près quelle est la proportion des personnes, âge par âge, qui mourront avant 5 ans. C'est un calcul simple qu'on fait tous les jours quand on est actuaire, quand on est statisticien à l'INSEE. Donc ce qu'il faut, si vous voulez parler des effets sur la santé du vieillissement, il faut regarder comment va évoluer, non pas cette partie qui est à gauche, mais la partie bleue qui est à droite. Et si vous le faites, vous obtenez le résultat suivant.
vous avez la proportion de personnes qui vont mourir dans les 5 années à venir a constamment diminué depuis le début du XXe siècle. Et vous le voyez encore, les pointes, parmi les personnes qui avaient moins de 5 années à vivre dans les guerres, il y avait des jeunes. Donc c'est pour ça que vous avez les pointes. J'aurais pu retirer, j'aurais pu dire moins de 5 années à vivre après 50 ans, mais je rentrais à nouveau, vous voyez, je détruisais un peu je rentrais sur un âge fixe, donc j'ai préféré être radical, c'est-à-dire dire, voilà, quelle que soit la période, quelle que soit l'époque, on regarde non pas l'âge, mais l'âge qui vous sépare du décès. Et du coup, c'est un graphique qui résume toute cette longue discussion. Vous avez le bleu, c'est l'augmentation, c'est le vieillissement, ce dont on vous fait peur dans les journaux, et vous avez le rouge, c'est la proportion de personnes qui ont moins de 5 ans à vivre, donc la proportion de personnes en mauvaise santé, donc la proportion de personnes qui va coûter cher, c'est tout. Et vous voyez que cette proportion a diminué depuis le début du XXe siècle, et encore, c'est l'hypothèse conservative, c'est-à-dire dans l'hypothèse où ça reste toujours 5 ans. Et tout ce que je vous ai montré avant vous a montré qu'au contraire, ça diminuait. Donc en fait, la courbe aurait dû descendre encore plus vite. Mais ça ne veut pas dire, ne croyez pas que je suis en train de vous dire, les coûts de santé vont diminuer. Non, ils vont continuer à augmenter. Ils vont continuer à augmenter parce qu'on va continuer à démocratiser la santé, à faire des découvertes et à améliorer l'ensemble du système de santé. C'est très positif. Je trouve que je ne comprends pas qu'on se plaigne de cela, qu'on se plaigne qu'il y ait trop de voitures ou des choses de ce genre-là. Oui, bien sûr, là on peut en discuter, mais se plaindre qu'on améliore la santé, là ça me paraît, je pense qu'il faut quand même mieux mettre un peu d'argent dans la santé que dans les autoroutes. Hein. Bon. Alors j'ai fait le même calcul puisqu'il s'agissait de parler de l'Europe, pour l'Europe, et c'est la même idée, vous voyez, mais cette fois-là j'ai fait même le calcul comme c'était pour le Parlement, ben, c'est même pas, j'ai fait sur 7,3 ans à vivre. Oui, c'était le chiffre qui m'était fourni par Eurostat pour l'ensemble de l'Europe. Et donc j'ai calculé, là, j'ai pris les plus de 75 ans, c'est le graphique que vous avez vu au début, par lequel j'ai commencé la conférence, et là, vous avez la proportion de personnes qui est en rouge, la proportion de personnes qui ont moins de 7,3 années à vivre, c'est-à-dire qui correspond à la durée de vie en incapacité en mauvaise santé pour l'ensemble de l'Union européenne actuellement. Donc ça devrait mettre un peu moins puisque, comme je vous l'ai dit, ça va sans doute se passer. Ces 7,3 années vont lentement devenir 6 et puis 5 années. Mais même en restant, donc l'hypothèse conservative, même en restant à 7,3 années, donc sans gain sans diminution de la durée de vie en incapacité, vous voyez que ça n'augmente pas pour l'Europe. C'est pas là qu'on a une source de coûts. Alors même chose, quand on regarde pays par pays, vous voyez que pour l'Allemagne, ça augmente un petit peu, pour le Royaume-Uni, ça diminue un peu. Là, ça dépend parce que les structures d'âge jouent un petit peu. Donc il y a des différences, mais très minimes. On est sur 50 années de 2010, enfin 40 années de 2010 à 45 années de 2005 à 2050. Voilà, alors pour les nouveaux entrants, ben oui, ça augmente un peu, parce qu'ils ont une mortalité, ils viennent d'une période de mortalité plus forte, donc ça jouera un petit peu. Vous voyez comment, par exemple, pour la Pologne, on voit à quel point on prévoit que l'amélioration de l'espérance de vie liée à la modernisation du pays va entraîner une hausse de la proportion de personnes de plus de 75 ans. Et un dernier exemple pour encore appuyer d'une autre manière ce point, j'ai regardé, est-ce qu'il y avait un rapport entre la croissance de la population âgée de plus de 60 ans, vous voyez en bas, en abscisse, et les dépenses, la croissance annuelle des dépenses de santé, on a tous les chiffres aussi par Eurostat, vous voyez qu'il n'y a strictement aucun rapport, il n'y a pas de lien. Donc là, c'est une autre façon d'aborder le problème. Là, je l'ai abordé logiquement jusqu'ici. Là, je l'aborde statistiquement. Je dis, bon, ben voilà, voyons, est-ce que les pays où le vieillissement est le plus rapide, l'augmentation des coûts de santé est le plus rapide? Réponse, non. Ça ne joue pas, ça ne fait qu'illustrer ma thèse. Voilà, alors peut-être je comptais aller pour... Il est quelle heure là? Je pense que j'ai plutôt... Oui, j'étais un peu long. Je vais... Bah, si vous voulez un peu qu'il y ait de discussion... Moi, je pense... Enfin, écoutez, ce que je vais faire, je vais vous donner deux... J'avais prévu quelques autres choses, mais ça, je pense... je vais vous donner deux autres arguments, mais je vais les faire très rapidement, hein, parce que je vais toucher à deux autres points. Il y a un point
qui est nécessaire, il faut que j'y touche quand même, qui est la question de l'activité, parce que c'est la question de la retraite. Et là, je ne vais pas avoir le même discours. C'est-à-dire que là, ce vieillissement, c'est un vrai problème. Parce que là, le problème, c'est que, justement, c'est la question de l'âge au départ, c'est la question de la durée de l'activité. Et là, les chiffres sont imparables. Si on vit beaucoup plus longtemps, on va vivre beaucoup plus longtemps en retraite si on part en retraite à un âge fixe, et ça coûtera plus cher. Donc là, il n'est pas moyen... Autant la question des coûts de santé est une question qui est mal posée pour le vieillissement, et ça va aller jusqu'à la dépendance. J'attends de voir ce qui va être raconté sur la dépendance, parce que ce que je vous ai dit touche aussi à la dépendance, hein, bien sûr. Et en revanche, sur la question des retraites, là, c'est indéniable que si vous vivez plus longtemps, si la proportion de personnes de plus de 60 ans augmente, la proportion des cotisants restant à peu près la même, une solution. Est-ce si difficile de trouver une solution? Alors, j'avais fait ces graphiques en 2008 pour le Parlement européen, parce que je pensais que ce n'était pas si difficile. J'avais un peu sous-estimé l'acuité des débats, mais j'avais quand même montré une chose. J'avais montré ces deux graphiques-là pour entrer dans la discussion. J'avais regardé quels étaient alors les taux d'activité par âge, c'est la proportion de personnes actives, donc ayant un emploi ou chômeur, c'est la définition de l'activité, à chaque âge, et en rouge, c'est au recensement de 1936, c'est très facile. Vous prenez le recensement de 36, vous regardez à chaque âge combien il y a de gens au travail, hommes, et puis les femmes sont de l'autre côté, il faut les séparer, parce qu'il y a le niveau d'activité féminine, vous voyez, qui s'est beaucoup relevé. Mais regardez pour les hommes. Alors, il y a une chose, et ensuite en jaune, c'est en 1999. Voilà, donc c'est 60 ans après. Regardez, en 1936, bien sûr, on entrait au travail beaucoup plus vite. Il y avait beaucoup moins de durée d'éducation, on passait beaucoup moins de temps à faire des études, peu d'études secondaires, très peu d'études universitaires. Donc, vous voyez, on entrait en moyenne, au fond, 50%, prenons 50%, les 50% d'actifs étaient atteints à peu près, vous voyez, c'est avant 15, c'était à peu près à 15 ans qui est là. Donc c'était vers 13-14 ans. Et maintenant, c'est 5 ans plus tard. Hein, c'est un peu après, même un peu plus, 7 ans plus tard, c'est un peu après 20 ans. Mais regardez, ce qui est fascinant, c'est la retombée de la courbe. C'est en 1936, ceux qui étaient arrivés dans la tranche d'âge 70 ans étaient encore actifs à 50%, alors que maintenant, il n'y a pratiquement plus personne. Maintenant, l'âge moyen, du moins en 99, l'âge moyen auquel moins de 50% des hommes sont actifs, sur cette courbe-là, c'est 57 ans. Alors, ça a un tout petit peu monté, maintenant on dit, c'est dans les chiffres que j'avais pour les discussions, c'est 58 ans. Hein. Mais à partir de ces... donc, alors qu'en 36, c'était, vous le voyez, plus de 70 ans, c'était 14 ou 15 ans. Donc il y a eu c'est bien, il y a eu un progrès fantastique, mais ça veut aussi dire qu'il y a peut-être une marge de négociation. Il y avait eu des propositions du genre, chaque fois qu'on gagne une année d'espérance de vie, 2 ans d'espérance de vie, il y a 6 mois de plus de travail, des choses de ce genre-là. C'est pas déraisonnable quelque part, et ça va de pair avec ce que je vous ai dit sur la bonne santé, parce qu'en plus de ça, ceux qui étaient là étaient en beaucoup moins bonne santé, ou du moins ceux qui subsistaient là, que ceux qui sont maintenant à cet âge-là. N'oubliez pas que l'argument qui introduit les lois de sécurité sociale de 45 et 46 est le suivant, il dit il faut permettre aux travailleurs âgés de plus de 65 ans qui n'ont plus les ressources physiques et mentales de travailler, de faire dignement leur existence. Ça part de l'idée qu'on est usé, et donc on ne va pas vous jeter. Mais on est usé. C'est plus du tout l'argument pour les retraites. Actuellement, bien sûr, il y a des problèmes, il ne faut pas sous-estimer ces questions de stress, ces questions d'organisation du travail, mais la vérité est que aussi, si on emploie le mot senior, c'est parce que entre 60 et 75 ans, l'état de santé de la population est plutôt bon. Donc, alors, du coup, ça m'avait donné un petit argument, vous voyez, ça c'est les femmes. J'avais dit, voyons,
voyez que les femmes, alors c'est la même chose pour les femmes, mais il s'est produit quelque chose en plus qui est, alors que le taux d'activité en 36 des femmes n'atteignait pas, c'est le taux d'activité, ça veut pas dire le travail, hein, les femmes travaillent depuis toujours autant que les hommes, au moins autant, hein, mais c'est le travail officiel, c'est le travail salarié, ou le travail dans la sphère publique, ça plutôt sphère publique, sphère privée. Et vous voyez que ça quand même beaucoup augmenté, on est passé de 50% à 82% dans la plage d'âge centrale. Et j'ai dit, regardons ce qui peut se produire. Est-ce qu'il y a des réserves? Une autre façon de dire, voilà, puisque la population âgée augmente, est-ce qu'il y a un moyen d'augmenter la population active? Et je vais vous montrer, j'avais dit, on pourrait faire une hypothèse, c'est que les femmes arrivent à égalité avec les hommes. Et ça ferait quand même tout ça d'activité en plus, c'est pas négligeable. Et on ne se rend pas compte que ce qui s'est passé, d'une certaine manière, si le système de retraite a encaissé depuis les années 70 l'augmentation du nombre de personnes âgées, c'est parce que les femmes sont entrées sur le marché du travail. Et c'était un double avantage, parce que les femmes, en entrant sur le marché du travail, elles cotisaient, mais elles n'étaient pas encore arrivées à l'âge de la retraite, donc c'est vraiment du bénéfice. Même chose d'ailleurs, je pourrais montrer que les immigrés aussi, c'est du bénéfice, hein, parce qu'ils arrivent, beaucoup ensuite repartent, ils n'ont pas toutes leurs années, donc là, l'immigration pour le système de retraite, c'est du bonus. Mais là, vous voyez qu'il y a une possibilité qui est dans la logique, je ne vois pas pourquoi, puisqu'on est monté de la courbe rouge à la courbe bleue, en l'espace de 36 à 99 en 60 ans, pourquoi au cours des 40 ans prochaines, on ne ferait pas le petit saut de la courbe bleue et on n'arriverait pas à une égalité totale des hommes et des femmes sur le marché du travail? Ça paraît quand même une problématique défendable. Alors on peut, bien sûr, ça suppose que les hommes travaillent un peu plus à la maison, par exemple. Bon, ça suppose des changements dans les mœurs, mais il y a quand même déjà eu pas mal de changements dans les mœurs qui nous mènent de la courbe rouge à la courbe bleue. Puis ensuite, j'ai fait une seconde supposition. J'ai dit, mais une fois qu'elles travaillent autant que les hommes, on pourrait aussi dire, alors là j'étais à contre-courant, on pourrait dire, mais on pourrait quand même travailler un peu plus longtemps. Et je l'ai fait sur les courbes. Ensuite, j'ai défendu, bien sûr, clairement l'opinion que c'est la question et la durée. C'est pas la question de l'âge, mais sur les courbes, augmenter la durée se traduit par une augmentation de l'âge au départ. Et si on augmente, j'ai dit, quel modèle on peut prendre? Prenons un pays qu'on admire toujours, la Suède. Et disons, voyons, supposons que les Français travaillent comme les Suédois. Qu'est-ce que ça va donner? Eh bien, si vous prenez les taux d'activité suédois, vous les appliquez aux Français, vous avez ça quand même. Hein. C'est quand même pas... J'ai pas entendu dire que les Suédois soient, du point de vue du travail, des gens qui ont une vie abominable. Qui suent sans kéo à partir de 60 ans. Apparemment, ils ont un système. J'ai pris les Suédois, j'aurais pu prendre les Danois ou les Finlandais. Hein, c'est pas... Vous voyez? Et quand on fait le calcul, on s'aperçoit que si on prend ces deux éléments, ça suffit à maintenir le rapport des actifs aux inactifs à peu près constant jusqu'en 2050. Donc il n'y a pas non plus à pleurer beaucoup sur cette question. Et même si on fait ce truc vert, regardez, c'est la dernière chose, on sera encore très loin de ce qu'il y avait en 1936. On est... Donc, bon, simplement, le problème qui était posé dans les retraites, à mon avis, a été posé en termes quantitatifs globaux, alors que le problème, c'était un problème de répartition des charges entre les individus. Ça a été tardivement évoqué à propos des retraites féminines, et plus généralement, c'était le problème, par exemple, de l'absence de surcote pour ceux qui avaient déjà plus de 40 années quand ils arrivaient à 55, 56, 57 ans. Là, on entre dans des questions qui sont des questions de justice sociale, qui ont quand même été... à mon avis, les seuls qui ont posé ces problèmes, ce n'est pas la CGT qui s'est braquée sur les 60 ans, c'est la CFDT parce qu'ils avaient eu une expérience avec la négociation, dite négociation Fillon, qui est en fait une négociation baladure, comme on le sait. Et à ce moment-là, vous savez qu'ils avaient signé l'accord c'était en 2003, hein, c'est ça. Et cet accord de 2003, à ce moment-là, ils étaient entrés dans le détail. Et l'accord était bon en 2003. Il était si bon qu'il a été remis en cause
comme vous le savez, c'est-à-dire qu'on a changé la définition des carrières longues. Et ce qui a fait tomber. Et là, donc la CFDT connaissait bien le problème, mais sa voix a été, à mon avis, complètement étouffée par les voix plus fortes de la gauche et de la CGT qui ont eu une position 60 ans, on ne bouge pas, qui n'était pas une position, c'était pas là le problème. Voilà, et c'est pour terminer, je voulais vous dire qu'il faut aussi voir toutes ces craintes du vieillissement de la population. Il faut aussi voir que l'Europe a, et c'est un dernier paradoxe, l'Europe a eu une histoire très différente, du moins l'Union européenne, d'un pays comme les États-Unis. Là, je vous ai mis la croissance des États-Unis en rouge depuis 1955, date du traité de Rome, jusqu'à maintenant, jusqu'à 2008, qui est l'entrée, la dernière pointe, c'est l'entrée de la Roumanie et de la Bulgarie. Eh bien, regardez. Alors vous me direz, ah, mais c'est artificiel. Mais c'est pas artificiel. C'est l'Europe politique a eu un autre mode d'accroissement. Au lieu de miser sur les berceaux ou sur l'immigration, l'Europe a misé sur l'extension territoriale. Donc, et vous voyez, d'ailleurs, par exemple, les grandes religions savent bien qu'il vaut mieux convertir que faire des enfants. C'est ce que... bien sûr. Si les Romains avaient simplement dit on continue à faire des enfants, ils seraient restés, les Étrusques auraient fait la même chose, les Sabins aussi, puis ils seraient restés une petite peuplade. Et puis ils ont fait l'Empire romain parce qu'ils ont annexé de proche en proche. Parce que la technique européenne est très bonne. Et vous voyez que quand on compare l'Europe et les États-Unis, alors à chaque fois on le fait, vous voyez, à périmètre constant. Ben oui, à périmètre constant. Bien sûr, les États-Unis, vous voyez chaque fois, quand on fait la projection en bloquant l'Europe, de toute façon ça, mais l'Europe ne s'est pas bloquée. Elle est, et j'espère, et ça sera ma dernière image, qu'elle ne se bloquera pas. La logique, vous voyez, c'est que vers 2025, à Turquie, à ce moment-là, on continuera. C'est dans la logique de prévision, beaucoup plus que le fait de se maintenir à 27 jusqu'en 2050. Je pense qu'il y a de fortes chances. Et pour ne pas vous choquer, je n'ai pas mis un étage supplémentaire, mais je verrais bien, vers 2040, le Maghreb entrer dans l'Europe. Ce serait logique. Et il en prend la voie ces jours-ci. Bon, merci de votre attention. On peut peut-être remettre un peu de lumière parce qu'on est... Merci beaucoup, monsieur Lebras. Attendez, comment... Passionnant. Ben voilà. Nous avons eu notre information, et au-delà de notre information, dans la mesure où, en fait, vous nous avez apporté aussi des alertes à être vigilants sur un certain nombre d'idées reçues que vous avez largement démystifiées. On ne lira plus tout à fait pareillement les paramètres qu'on nous sert sur le vieillissement de l'Europe. Nous vous en remercions. Alors, on va passer tout de suite la parole à la salle, certainement à des questions sur ces exposés, particulièrement brillants. J'ai envie de poser beaucoup de questions, mais je vais en poser une. C'était au départ de votre exposé, ou vers le début, vous avez rappelé l'idée qui était chère aux dictatures totalitaires, qui se sentaient des régimes jeunes, des pays jeunes, par opposition aux démocraties vieillissantes avant la Deuxième Guerre mondiale. Et c'était une idée qui était déjà d'ailleurs en vogue à la fin du XIXe siècle, au début du XXe, d'ailleurs du côté allemand, la même opposition. L'Allemagne était en croissance démographique, et la France aussi, mais plus lente. Donc l'Allemagne avait beaucoup plus d'habitants. La question que je voulais poser, c'est une question aux démographes, c'est est-ce que la notion justement de pays jeunes, dynamiques, inventifs, créatifs, on oppose à des pays vieux, vieillissants, parce que votre exposé a montré que nous sommes quand même des pays vieillissants, parce que la proportion de la population âgée va augmenter. Est-ce que cette notion-là, avec tout ce qu'elle comporte d'idées de dynamisme, de créativité, est-ce que c'est une notion qui résiste à l'analyse scientifique ou à la...
difficilement, parce qu'après tout, les pays, si vous voulez, il y a des pays très jeunes, vous pouvez citer le Pakistan, la Somalie, etc. Voilà, des pays extrêmement jeunes. Hein, le Yémen, un pays très jeune. Donc là-dedans, quand on regarde de près, non, on est entraîné par le mot vieillissement, et là, j'aurais pu faire un autre exposé, j'ai pas eu le temps, mais un exposé sur l'histoire du terme. J'ai fait allusion au début, et il y a une préhistoire très longue de ce terme, et cette préhistoire, c'est les théories de la décadence à la fin du XIXe siècle. Ça commence au milieu du XIXe avec une idée qui est une idée qui est très répandue par, au fond, le plus célèbre sociologue anglais du XIXe siècle, qui est Herbert Spencer. Et dans la théorie de Spencer, dans la sociologie de Spencer, eh bien, le processus de civilisation, comme le dira plus tard Elias, va de pair avec un processus d'intellectuation et une attention de moins en moins portée sur le sexe. Donc, logiquement, au cours de la civilisation, on va faire moins d'enfants. À l'époque où Spencer pose cette théorie, c'est encore positif. Ça consiste aussi à dire, c'est auto-justificatif, c'est-à-dire les prolétaires qui se reproduisent comme les bêtes, justement, ils sont inférieurs à nous. Et puis progressivement, c'est pris comme quelque chose de négatif, c'est-à-dire que on dit, ben oui, mais le processus de civilisation, ça amène à une perte de fécondité. Et les théories du début du XXe siècle sont assez pessimistes de ce point de vue-là. J'avais peut-être je peux vous donner juste j'avais consacré un chapitre d'un petit livre à cette historique, et je vais vous donner juste une phrase une citation de Leroy-Beaulieu. Anatole Leroy-Beaulieu était professeur au Collège de France, c'était un des intellectuels avec son frère Paul, c'était deux intellectuels importants du début du siècle. Et voilà, dans un très gros livre qui est publié en 1913, qui s'appelle La question de la population, il écrit « Il a semblé à certains observateurs et historiens, écrit-il, que les nations, quoique leur carrière soit prolongée, ne sont pas éternelles, qu'elles connaissent, comme les individus, la vieillesse et soit la mort, ce qui est parfois le cas, soit ce qui est général, leur transformation et leur rajeunissement imposés par un sang nouveau. » C'est bien, c'est l'immigration. Et plus loin, « La stérilité est l'une des caractéristiques les plus manifestes du vieillissement chez les individus, aussi chez les peuples. » Autrement dit, la ligne de pensée jusque dans les années 30, c'est vieillissement de la civilisation, décadence. Cette décadence se traduit automatiquement par la stérilité, qui a comme conséquence le vieillissement de la population. Donc le vieillissement de la population est l'ultime conséquence du phénomène. Et on peut retrouver un grand nombre d'auteurs qui ont cette vision-là de la chose. Et ce qui va se produire, et on peut le dater exactement, c'est Alfred Sauvy va renverser la thèse. Oui, il va renverser la thèse dans deux livres, un livre qui est publié en 1943 qui s'appelle Richesse et population, et un second livre qui est publié en 1946 chez Gallimard, avec Robert Debré, le grand-père de Jean-Louis, de Bernard, etc., et qui s'appelle Des Français pour la France. Et il y a d'ailleurs un chapitre de ce livre qui s'appelle L'envahissement des vieillards. C'est typique de la rhétorique de cette époque. On ne dit pas vieux, encore moins senior, on dit vieillard. Hein. Et comme ça, le tableau, le portrait est bien brossé. Et là, dans le livre de 46, c'est la version moderne. La version moderne, c'est le vieillissement, c'est un peu ce que vous venez de dire, le vieillissement, la population vieillit, donc elle va être moins dynamique, donc et elle vieillit parce qu'il n'y a pas assez d'enfants, et donc on va vers la décadence. Mais c'est pas la version initiale. La version initiale, c'est la décadence qui est au début. Et dans le livre de 43, et c'est là que c'est très intéressant, les deux versions coexistent. Et c'est là qu'on saisit le retournement, au fond, de la théorie. C'est là que la théorie du vieillissement s'installe. Et je vais essayer de vous retrouver juste... il y a un passage remarquable dans le livre de 1943. Voilà, ça doit être celui-là.
Le vieillissement est loin, répétons-le, de ne toucher que les générations âgées. Il affecte même plus encore les générations jeunes, car plongées dès leur naissance dans une population vieillie, elles ont en quelque sorte une avance sur les générations précédentes, etc. Donc vous voyez, mais non, mais c'est remarquable, si vous voulez, le vieillissement qu'on vous dit être la et Sauvi est un grand bonhomme, il était polytechnicien, il savait ce que les chiffres signifiaient, et on vous dit c'est l'augmentation de la proportion de personnes de plus de 60 ans, et là, tout d'un coup, vous apprenez que c'est le fait des jeunes, le vieillissement. Donc ça ne va plus du tout. Donc vous voyez, mais c'est parce que dans l'esprit de Sauvi en 1943, c'est encore la vieille théorie qui est à l'œuvre, c'est-à-dire la théorie décadence, stérilité, vieillissement. Et l'astuce de Sauvi, c'est de retourner et de dire baisse de la fécondité, vieillissement, décadence. Et alors ensuite il va se calmer, Sauvi, parce que il y aura le baby-boom. Donc il va s'intéresser à autre chose. Et d'ailleurs il va s'intéresser, je trouve qu'il a fait des livres absolument remarquables sur l'économie. Il a, je pense, été souvent meilleur économiste que démographe. Il y a des livres son livre sur la concurrence du rail et de la route. Les écologistes devraient se précipiter pour le rééditer. Ça s'appelle Les 4 roues de la fortune. Mais à partir de 75, avec cette phase de vieillissement de l'âge à la maternité dont je vous ai parlé, l'indice de fécondité baisse, et donc les peurs de l'avant-guerre reviennent, la peur de la pollution, et Sauvi se remet en selle, et il publie un livre avec un géographe-démographe, Gérard François Dumont, dont le titre est « La France ridée ». Vous voyez qu'on on ne fait pas dans la nuance. Et dans la France ridée, alors là, il est beaucoup plus schématique, mais c'est l'ultime point auquel il arrive. Il commence par décrire la situation de la Grèce ancienne. Il dit « Nous avons donc, chronologiquement, baisse de la natalité, vieillissement, décadence politique et soumission. » Et puis il passe à Rome. Ainsi, nous retrouvons le même enchaînement que pour la Grèce, baisse de la natalité, vieillissement, décadence. Ensuite, il s'intéresse aux Mayas. Ainsi, nous retrouvons le même enchaînement que pour Rome et la Grèce, baisse de la natalité, vieillissement, décadence. Et puis il passe à la période actuelle et dit c'est ce qui va se produire pour nous aussi. Je vous vois remarquer qu'on a très peu de connaissances de la natalité et de la proportion de personnes âgées chez les Mayas. C'est quand même assez remarquable. On ne sait déjà pas du tout comment ça se passait en Grèce et pas du tout comment ça se passait à Rome. Alors, arriver à mais c'est là, il est emporté, il est au bout de sa vision idéologique de cette question du vieillissement. Et ça ne repose, à mon avis, sur rien. Par contre, qu'on identifie au sein de la société des scléroses, et que ces scléroses sont liées non pas au vieillissement, mais au fait que les personnes restent trop longtemps à la même place, ça c'est du sérieux. Et là, effectivement, on peut parler, par exemple, le fait que les élites politiques restent interminablement au même poste. Ça, mais c'est pas du vieillissement, c'est pas parce qu'elles sont âgées, c'est parce qu'elles restent longtemps au même poste. Et ça, c'est un vrai problème de la société française, un problème très grave. Mais il faut le prendre sous cet angle-là. Il ne faut pas le prendre sous l'angle, c'est parce qu'ils ont tel ou tel âge. Ça n'a rien à voir. Vous venez de citer Sauvi, mais est-ce que sa démarche, qui était quand même essentiellement anti-malthusienne, ne reste pas d'actualité? Je veux dire par là, montrer que le progrès de la population est source de progrès économique et social. C'était une de ses grandes thèses, en tant que démographe, parce que vous allez là de le critiquer en tant que démographe, ouais. Et plus précisément sur la question donc de l'Allemagne, de l'Italie, des pays où le taux de natalité reste très bas, le taux de fécondité reste bas. Vous avez dit qu'au fond, les mentalités ne pouvaient guère être changées, mais est-ce que des politiques familiales vigoureuses ne peuvent pas quand même, à la longue, opérer ces changements? Est-ce que vous avez des exemples de pays où ça s'est produit en Europe? Alors, sur le point, ça c'est un point, et là, bon, j'ai été un peu dur pour Sauvi, mais sur le point, alors, je pourrais être dur, mais je vais être moins dur ensuite. Je pourrais être dur sur le terme du malthusianisme. Quand vous regardez dans la littérature anglo-saxonne, le malthusianisme, c'est très précisément, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est le recul de l'âge au mariage, c'est le recul de l'âge auquel on fait des enfants, c'est ça une politique malthusienne, quand vous voyez dans la littérature anglaise. Mais Sauvi a étendu le terme, le malthusianisme est devenu le terme péjoratif, si vous voulez. Donc il a parlé de malthusianisme économique, mais ça n'a pas de sens, il n'y a pas d'âge au mariage
à la première naissance dans le reste de l'économie. Donc là, il a, je pense, introduit une certaine confusion. Il a créé un mot, comme c'est un très bon créateur de mots, on lui doit le terme de tiers-monde, comme vous le savez. En revanche, sur la question progrès économique et progrès démographique, il a été très sérieux. Et c'est-à-dire qu'il a cherché à trouver sa thèse. Et donc, il a ramassé des données, il a encouragé des travaux, par exemple ceux de Jean-Claude Chenet, puis de Didier Blanchet, de confronter, on prend un ensemble de pays et on regarde, et un ensemble de périodes, quelle a été la relation entre, on regarde aussi en faisant des décalages de périodes, quelle est la relation entre le taux de croissance économique et le taux de croissance démographique. Et systématiquement, on a trouvé une corrélation nulle. C'est-à-dire, on n'a jamais pu établir la moindre corrélation. Il y en a une très faible qui a été trouvée par Blanchet, si on corrèle à 20 ans de distance, mais elle est extrêmement faible. Les nuages de points ont été publiés. Il n'y a aucune règle précise. On est, à mon avis, trop en amont, si vous voulez. Ce qui compte, c'est des mécanismes économiques, je dirais, réels. C'est-à-dire qu'on entre dans la vraie économie, dans l'investissement, dans les systèmes de financement, dans le commerce international, mais être si loin de là, ça serait trop beau que ça marche de cette manière. On rencontre d'ailleurs le même problème, je trouve, actuellement, et j'ai fait un de mes derniers livres là-dessus, sur la question population et subsistance. Elle est très mal posée parce qu'on la pose globalement. Il faut entrer dans le détail des modes d'alimentation, des modes où va la production des subsistances, parce qu'elle va dans des tas de directions qui ne sont pas l'alimentation directe, etc. Là, on a affaire à des systèmes, et de la même manière, on a affaire à un système économique. Donc, mais de ce point de vue-là, Sauvé a été un vrai scientifique. Il n'a pas, comment dire, reculé devant l'obstacle. Il a vraiment, je me souviens quand il était âgé, il voulait encore essayer, bien sûr, il aurait aimé que ça marche, mais ça, c'est tous les scientifiques aiment bien que le résultat aille dans leur sens. Mais le problème est qu'il faut qu'ils fassent correctement le travail empirique. Et là, il a fait vraiment correctement, il a encouragé à le faire correctement, mais la réponse, c'est il n'y a pas de relation. Donc on ne peut pas dire c'est bon ou c'est mauvais. En revanche, effectivement, on peut dire, voilà, il y a des types d'économies qui sont, des types de gestion économique qui sont meilleurs que d'autres. Mais ce n'est pas au niveau démographique. Alors, sur les politiques familiales, c'est un débat qui est là aussi très, très, très ancien et lourd, et très idéologisé. Il y a eu quelques bons articles à nouveau qui sont quelques bons travaux qui ont tenté de le prouver empiriquement, c'est-à-dire qui ont regardé est-ce que dans les pays qui ont introduit telle ou telle mesure en faveur de la natalité a augmenté. La réponse, notamment les travaux d'Olivia Eckert, qui sont publiés dans les revues économiques, grosso modo, elle a montré que elle a travaillé sur la France et sur Israël et sur troisième pays, pays scandinaves, parce qu'il y avait eu des changements en Suède dans les années 1980. Et elle a trouvé que vraisemblablement, l'ensemble des mesures, y compris allocation familiale, etc., statistiquement ou économétriquement, qui est le bon terme, ajoutaient entre 0,1 et 0,1 et 0,15 enfants de plus. Autrement dit, très peu. Autrement dit, ça ne joue pas entre l'écart entre France et Allemagne. Et l'opinion générale est que ça ne joue pas. Mon opinion, je vous l'ai donnée tout à l'heure, c'est que ça joue sur du très long terme. Ça joue à travers le relais des mentalités. C'est-à-dire les mesures natalistes en France ont fini par avoir un effet, mais c'est difficile à prouver. C'est le sentiment que j'en ai, mais ça ne peut pas être prouvé statistiquement. Par contre, on a un certain nombre de pays où on a pu suivre des mesures. C'était les pays de l'Est. C'était très intéressant pour cela parce qu'il y avait des changements très brutaux dans la législation. C'était d'ailleurs dans la lignée du marxisme, ils étaient populationnistes. Et là, les mesures avaient un effet très rapide. Mais quand, au bout de 2 ou 3 ans, on retrouvait pratiquement le niveau précédent parce que il y a ce qu'on a appelé un effet d'aubaine, c'est-à-dire sachant que les lois se modifiaient assez rapidement, s'il y avait une loi positive, on prenait l'aubaine. Mettons, si on comptait avoir un second enfant, puis tout d'un coup il y avait une prime pour le second enfant, comme en Allemagne de l'Est, on le faisait tout de suite. On disait, si on attend, la prime risque de disparaître dans une turbulence politique. Donc il y avait une pointe, puis ça retombait. Alors, dans certains cas, il y a eu un cas absolument extrême dont vous vous souvenez peut-être, c'est Ceausescu en Roumanie.
Alors, en 1967, l'indice de fécondité roumain est tombé au-dessous de 2,1. Alors là, Ceausescu a dit que ça ne pouvait plus durer, et du jour au lendemain, le mode de contraception, si on peut dire, le mode de contrôle, plus exactement de la fécondité, c'était l'avortement. Donc, il a interdit l'avortement, sauf si on avait plus de 40 ans et au moins 4 enfants. C'est assez radical. 9 mois après, le taux de fécondité, l'indice de fécondité est monté à presque 4, il a doublé. Et puis, il s'est mis à retomber aussi vite. Et il est retombé, mais il n'est pas retombé au-dessous de 2. Il y a un petit écart. Il est resté ensuite à peu près, vous avez la courbe, il est resté vers 2,2, entre 2,2 et 2,1. Donc il y a eu un petit... Alors, est-ce un bénéfice? Moi, je pense que non, ce n'est pas un bénéfice. C'est-à-dire que, qu'est-ce qui s'est passé? Les réseaux d'avortement clandestin ont pris le relais. Donc, c'est les personnes les plus démunies, finalement, celles qui n'étaient pas capables de trouver un réseau, qui ont eu des enfants. Et moi, je pense que ces enfants-là, on les a retrouvés dans les orphelinats quand Ceausescu est tombé. Ça a été un vrai problème. Ils avaient servi à des expériences, ils avaient le sida, enfin bon, c'était une horreur. Donc, je crois que c'est des questions de politique familiale. Une fois, j'ai eu un accrochage. Il existe toujours un haut comité de la population, puis il se trouve que j'en étais membre au début des années 80, et c'était Mitterrand nous réunissait une fois par mois pendant 1 heure, et puis Mitterrand était très nataliste. Il était formé dans l'atmosphère de l'avant-guerre, dans la peur de justement la décadence française, et donc il voulait, j'ai eu un accrochage avec lui, il faut tout faire pour qu'il y ait un 3e enfant, il faut mettre beaucoup de crédit. Or, il y avait une expérience qui s'appelait le million de Giscard, qui avait montré que ça servait pratiquement à rien déjà. Donc, et là, moi, j'étais un cran plus loin dans la lignée, si on peut dire, Ceausesquienne. Je dis, mais Monsieur le Président, vous pensez avoir un bénéfice, mais vous allez faire naître des enfants qui ne sont pas désirés, qui seront mal éduqués, qui seront une source de problèmes sociaux par la suite. Ça vous coûtera beaucoup plus cher que s'ils n'étaient pas nés. C'est pas un bon raisonnement, ce raisonnement par le nombre. Qu'on ait des enfants de qualité, qui est au fond un peu l'optique anglo-saxonne, et un peu l'optique allemande, d'une certaine manière, oui, mais on ait des enfants pour avoir un nombre d'enfants, c'est du fétichisme, d'une certaine manière. Je ne l'ai pas dit comme ça, j'ai été plus poli, mais il était quand même furieux quand il a senti une résistance, parce que ça venait des démographes, il pensait que tout démographe devait être nataliste. Je me souviens aussi quand Chevènement a pris le ministère de la Recherche, alors, il cherchait à constituer un comité et tout, donc il m'a donné un rendez-vous, je vais le rencontrer, j'arrive. Avant même d'avoir entamé la parole, il me dit « Ah, je suis content de voir un démographe enfin parler avec un nataliste. » Oui, donc c'était dramatique, ça s'est très mal passé d'ailleurs, je ne suis pas entré à son service, et on est presque venu, c'est un colérique, hein, on est presque venu aux mains, parce que j'ai essayé de lui montrer que c'était une vision idiote des choses. Bien entendu, par contre, que s'occuper de l'enfance, et d'ailleurs, les natalistes du début du siècle étaient plus conséquents, et ça donnait d'ailleurs l'eugénique à la française, c'est-à-dire qu'ils sont occupés de protection maternelle et infantile. Ils ont eu, de ce point de vue-là, ils ont eu l'idée que ils naissaient peu d'enfants, autant que ces enfants soient, qu'on en fasse quelque chose, si vous voulez. Ça, c'était la vision, mais ça a duré jusqu'à la guerre de 14. Après ça, ça n'a pas vraiment continué. On est tombé dans quelque chose de plus grossier, qui est vraiment la croyance dans le nombre, parce que la chute de fécondité a été vraiment importante dans les années 30. Là, avec la mortalité de l'époque, quand on regarde ce qu'on appelle la descendance finale, les générations qui ont vécu leur grande période de fécondité dans l'entre-deux-guerres ont eu, elles, peu d'enfants. Elles ont eu un 6, 1,6, 1,6 et 1,8.